Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. On commence comme d'habitude, maintenant vous en avez l'habitude, avec notre petit disclaimer, juste pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne faisons de conseils, nous ne donnons de conseils sur notre chaîne, sur notre média et dans cette émission en particulier. Ce sont juste des échanges entre passionnés et entre particuliers. Petit rappel ou petite nouveauté, le salon MTT Trading, Tino, Mika, Xavier, Trado, Christelle, Oli, les positions intraday, des longs termes, des moyens termes, et en plus maintenant les cryptos. Ce salon était fermé, on a eu beaucoup de demandes et finalement on a décidé de le réouvrir ce week-end. Donc n'hésitez pas, je vous laisse sous la vidéo un peu toutes les adresses intéressantes. Et pour finir, je vous rappelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est notre jeu, le jeu Pépitor, jeu complètement gratuit, 5e année, 22e saison. Comme d'habitude, vous avez tout le week-end jusqu'au lundi matin 9h pour décider de l'action qui va le plus monter dans la semaine, du lundi 9h à la clôture, vendredi 17h35. Et toutes les semaines, on a un classement hebdo et à la fin de la saison, on a un classement sur la saison. Donc 22e saison, 5e année. Bonsoir, bienvenue à notre deuxième partie de notre interview des mousquetaires. On avait beaucoup de choses à dire, donc cette fois, une fois n'est pas coutume, on l'a fait en deux fois. Hier, on a beaucoup parlé géopolitique, pétrole, dédollarisation, Ukraine, Russie, Palestine, Moyen-Orient, voitures électriques même, etc., etc. Donc tout ça, vous retrouverez dans la vidéo qu'on a passée hier. Et là, on va passer sur la macro. Et les marchés, comme ça fait pas mal de temps qu'on ne s'était pas vu depuis Noël, on va carrément commencer en grand avec le meilleur analyste de la place de la City qui est avec nous et qui va nous débriefer les marchés sur l'année. Pierre, c'est à toi. Vas-y. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette partie 2. Alors effectivement, il y a beaucoup à dire puisqu'on s'était pas vu depuis 5-6 mois, plus ou moins. 4 mois et demi, ouais, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est vrai que, alors souvenez-vous, je vais faire un petit retour en arrière. On avait terminé 2023 quand même sur une note plutôt positive. Je parle par rapport au marché boursier, hein, le sentiment en ce qui concerne les actifs à risque que sont les actions. On avait constaté une augmentation de l'appétit pour les actifs à risque sur la fin 2023, qui avait notamment emmené les indices, la plupart des indices de référence sur des plus hauts. On a démarré l'année, donc ce premier trimestre a été un peu plus prudent de la part des investisseurs. Pourquoi ? Puisque, en fait, rappelez-vous, une des raisons qui avait provoqué cette augmentation de l'appétit pour les actifs à risque fin 2023, c'était les perspectives de baisse des taux, de revirement accommodant de la part des banques centrales, aussi bien aux États-Unis avec la Fed qu'en Europe avec la BCE. Ces prédictions ont été un petit peu... En fait, il y a eu deux leviers. C'est-à-dire que déjà, fin 2023, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Bon, vous, les grands professionnels de marché que vous êtes, je ne vous apprends rien, mais les gens qui nous suivent ne savent pas forcément. Quand on arrive en fin d'année, et qu'on est dans un contexte, j'allais dire, optimiste en ce qui concerne les politiques monétaires et autres, les publications de résultats, il y a pas mal de facteurs qui jouent, mais quand on est dans un contexte plutôt positif, les traders, les investisseurs professionnels, ceux qui travaillent en salle de marché, qui font bouger vos graphiques, n'ont qu'une seule idée en tête, c'est les bonus de fin d'année. D'accord ? Et vont généralement faire pousser un petit peu les marchés pour atteindre des plus hauts avant la fin de l'année, de manière à toucher des bons bonus. Je simplifie au maximum, évidemment qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais généralement, c'est quand on est face à un contexte un petit peu positif, comme c'était le cas fin 2023, ce sentiment positif est exacerbé à mesure qu'on se rapproche de la fin d'année, au mois de décembre, et c'est exactement ce qu'on a constaté cette année-là. Il forçait de constater que début 2024, on n'avait pas retrouvé cet engouement. Rappelez-vous, les marchés n'ont pas tardé à rentrer en phase de consolidation. Quand je dis les marchés, c'est la plupart des indices de référence. Évidemment qu'il y a des disparités selon les secteurs, certains ETF sectoriels, etc., certaines valeurs encore plus. Mais début 2024, on a commencé l'année sur une note un peu plus
prudente. Alors, on ne va pas crier au renversement parce que le renversement de tendance n'a pas non plus eu lieu, mais on était face à des investisseurs qui étaient à la fois poussés par le sentiment de tempérer un petit peu le sentiment exacerbé qu'on a vu à fin d'année. La prise de bénéfices aussi. Hein. Je rappelle que ça, c'est un phénomène de marché normal. Hein. Lorsque les marchés atteignent des plus hauts, on a tendance à avoir des investisseurs qui vont sortir temporairement des bénéfices, tempérer leurs expositions aux actifs à risque pour sortir un petit peu des bénéfices. Ça, c'est la marche normale des marchés. Lorsqu'on atteint un nouveau plus haut, on a tendance, les indices ont tendance à aller tester des planchers nouvellement établis. D'accord, de manière à pouvoir justement rebondir sur ces niveaux de support-là et enchaîner sur l'établissement de nouveaux plus hauts. Puis surtout, à mon sens, hein, je laisserai mes deux compères tempérer un petit peu ce que je dis s'ils ont des opinions différentes, mais ce qui a vraiment tempéré le sentiment bullish qu'on avait eu fin d'année 2023 au premier trimestre 2024, c'est surtout l'empilement de données économiques très positives aux États-Unis. Alors, c'est encore plus vrai aux États-Unis et en Europe, mais dans les deux zones. Je fais notamment référence à ce qui s'est passé sur le marché de l'emploi avec les NFP américains, les données du PIB américain, toutes ces données-là qui prouvaient que l'économie américaine, encore une fois, c'était vrai aussi en Europe, mais encore plus aux États-Unis, qui prouvaient que les économies étaient beaucoup plus résistantes à cet environnement de taux élevés que l'on pouvait croire. Et en fait, si vous voulez, avoir des données économiques extrêmement positives couplées à des saisons de publication de résultats qui prouvaient également qu'au niveau corporate, donc au niveau des entreprises, les entreprises résistaient énormément à cet environnement de taux haut qu'on avait aux États-Unis et en Europe, eh bien, finalement, ça jouait un petit peu le jeu des banques centrales et surtout de la Réserve fédérale américaine, à savoir le fameux higher for longer en ce qui concerne les taux. Donc, ça donnait ça ne poussait pas la Réserve fédérale américaine à adopter un revirement dovish, un revirement accommodant en ce qui concerne les taux. Pour m'exprimer en des termes plus simples, c'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine constatait que l'économie américaine se débrouillait très bien, même avec des taux à 4,5-5%, que ça n'impactait pas non plus énormément les résultats d'entreprise. Donc, elle n'était pas. Et puis, à l'époque, on avait également l'inflation qui était sticky, pour reprendre la terminologie anglaise, donc qui restait stable, qui ne baissait pas non plus énormément. Évidemment, on n'était pas sur les taux d'inflation comme on avait l'année dernière ou il y a 2 ans, évidemment, mais qui tardait, j'allais dire, un petit peu à décroître. Donc, on avait la Fed qui n'était pas spécialement, j'allais dire, qui n'avait pas, j'allais dire, de pression à faire baisser ses taux, vu que l'économie américaine s'en sortait très bien et que les résultats d'entreprise restaient très bons. D'accord. Donc, ça, vraiment, c'est clairement, ça s'est vu sur les marchés. Là, d'ailleurs, si vous regardez bien, alors je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va passer sur la chaîne, mais si vous regardez bien. Après-demain, on est à J-2, J-3, D'accord. parce que là, ce sera samedi, on est à J-3. Ouais. Okay, très bien. Donc là, comment dirais-je, la saison de publication des résultats pour le premier trimestre, globalement, est quand même assez réussie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais on a 80% des entreprises qui publient des résultats égaux, voire même au-dessus des estimations. Alors évidemment, là encore, on peut décortiquer secteur par secteur, valeur par valeur, mais en gros, c'est qu'on a quand même… Aux US, Pierre, ou aux US hein. Aux US, en attendant, et puis même en Europe aussi, hein, ça reste positif. Moi, d'après ce que j'ai vu, ça reste positif en Europe. Sur les actions du SBF 120, du Stoxx 600, etc., ça reste quand même plutôt positif. Et si vous regardez bien, donc, ce qui s'est passé, c'est que, parce que là, il y a quand même, c'est vrai que quand on parle des taux, je vais essayer de faire mon possible pour ne pas tout mélanger, mais on a quand même 2 zones économiques majeures que sont l'Europe et les États-Unis, et on a une dichotomie qui commence à apparaître entre ces 2 zones. On a d'un côté Christine Lagarde avec la BCE qui a laissé entendre. Alors, Christine Lagarde, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui suivent un petit peu les conférences de presse de Christine Lagarde. Non, alors vous, oui, Richard, Xavier, j'imagine que oui. Mais on est face à quelqu'un qui ne lâche pas énormément de grand-chose lors des conférences de presse. Il faut vraiment, voilà, c'est dur il faut vraiment scruter. Alors, sur la dernière, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais
Alors oui, non, mais on peut en parler, mais en zone euro, ça se passe bien, ça se passe mieux qu'aux États-Unis, ce qui est surprenant puisque c'est quand même une situation inédite. D'habitude, c'est souvent l'Europe qui est un petit peu à la traîne sur le cycle monétaire par rapport aux États-Unis. Là, c'est l'inverse qui est en train de se produire. On a laissé entendre que la BCE pouvait commencer à démarrer son cycle d'assouplissement monétaire pas plus tard qu'en juin. Juin, c'est le mois prochain, rendez-vous compte. Alors qu'aux États-Unis, ça pourrait mettre un peu plus de temps. Il y a une nuance qui a été apportée sur les dernières données économiques américaines, puisque si vous avez suivi le dernier rapport sur l'emploi, le dernier NFP américain, qui est sorti en dessous des attentes, du consensus des analystes et des investisseurs, ça pousse un petit peu plus la réserve fédérale américaine. Donc, pour rappel, hein, le NFP, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis. On parle de création d'emplois mensuels et il y a eu moins de création d'emplois sur le mois d'avril que ce qui était initialement prévu, ce qui démontre d'une économie américaine qui s'essouffle. En tout cas, si on prend ce rapport pour ce qu'il est. Et d'ailleurs, on a eu l'inflation américaine hier, hein, donc je rappelle que nous sommes aujourd'hui jeudi et qu'hier était mercredi avec l'inflation qui est sortie meilleure que prévu. Donc on a une inflation qui ralentit un peu plus qu'attendu. On a une économie américaine qui s'essouffle si on prend en compte le dernier rapport sur l'emploi américain. Donc là, théoriquement, les espoirs d'un revirement accommodant de la part de la Fed reviennent sur le devant de la scène. C'est ce qui avait motivé un petit peu la hausse des marchés sur la fin 2023 et c'est ce qui tempère aujourd'hui le sentiment qu'on avait eu sur le premier trimestre. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir hein, l'indice américain, du dollar américain, donc le fameux dollar index. Voilà, le fameux dollar index a baissé, a chuté d'ailleurs, notamment sur la session d'hier. On a des marchés qui remontent. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'avais publié sur TradingView, sur la page du broker Active Trades. Si vous voulez savoir si c'est le bon moment d'augmenter votre exposition sur les marchés actions, ne perdez pas votre temps. Regardez, il y a quelques indicateurs à regarder, c'est très facile. Regardez ce qui se passe sur la monnaie concernée. Donc là, on va prendre, par exemple, le marché américain. Regardez donc le dollar index, ce que fait le dollar index. Évidemment, quand on a un dollar index qui faiblit, c'est-à-dire que le dollar est en dévaluation, c'est-à-dire que les grands groupes exportateurs listés dans le SP500, le Dow Jones, voire même le Nasdaq, etc., exportent plus facilement. Donc, on a moins de pression sur ces entreprises-là. Et regardez ce que font les taux, notamment les rendements à 10 ans. Ce n'est pas faute de vous le marteler depuis 2-3 ans sur cette chaîne quand même. Je veux dire, là, on a sur ce graphique-là, vous avez, donc j'avais trouvé le bon titre, hein. Est-ce le bon moment pour acheter des actions? Comme vous pouvez le voir, on a les obligations du gouvernement américain à 10 ans, fameux marché obligataire, le dollar index et le SP500. D'accord? Donc 3 classes d'actifs. Ok, je n'ai pas mis le pétrole, j'aurais pu le mettre. Et on constate que lorsque les rendements à 10 ans descendent de concert avec le dollar index, cela provoque une hausse sur les marchés actions. D'accord? Ça, c'est un graphique, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous avez une ligne verticale en bleu. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'était le mercredi 1er mai. Oui, on la voit, on la voit. D'accord? Je vais actualiser le graphique. J'ai actualisé les graphiques. Le drop s'est accentué sur les rendements américains à 10 ans. Il s'est accentué sur le dollar index, notamment avec le CPI et le NFP américain que j'expliquais tout à l'heure. Et ça a augmenté justement, ça a permis au SP500 d'atteindre un nouveau plus haut. Si vous voulez commencer à voir les marchés autrement que par le trou de la serrure d'une porte, il faut commencer à faire des analyses intra-marché. C'est important de faire ça. Les classes d'actifs, je l'ai dit, je le répète, fonctionnent comme des vases communicants. Si tu as fini, tu reviens Ouais, je vais revenir. visuel. Pardon, je vais... Hop. Donc je le disais, les classes d'actifs fonctionnent comme des vases communicants. Lorsque le cash sort de quelque part, il entre quelque part. Les investisseurs, je ne parle pas des investisseurs particuliers, vous et moi, etc. Je parle des investisseurs professionnels, ceux qui travaillent en salle de marché ont pour instruction d'être constamment investis sur le marché. Lorsqu'ils débouclent une position quelque part, c'est pour l'augmenter ailleurs. Généralement, on parle souvent de valeur refuge versus valeur risquée, etc. Lorsque les marchés boursiers dégringolent, les valeurs défensives comme l'or, l'argent, les métaux précieux augmentent. Ça, c'est la façon basique de voir les choses. Commencez à regarder les taux. La plupart des investisseurs particuliers
ne se rendent pas compte à quel point les marchés obligataires sont centraux à toutes les classes d'actifs. Donc voilà, de toute façon, c'est souvent les marchés obligataires qui donnent le là sur les marchés boursiers. Et pour finir, hein, je sais que je parle beaucoup depuis un moment, mais pour conclure un petit peu sur ce qui se passe depuis le début de l'année, le sentiment qu'on avait au premier trimestre, à savoir, tiens, on a peut-être surpricé la baisse des taux à venir à la fois en Europe comme aux États-Unis, on va peut-être tempérer un petit peu ce sentiment haussier, etc. On se rend compte que sur le deuxième trimestre, donc, ça a été vrai sur le premier trimestre, on a été face à des marchés boursiers qui consolidaient. Là, sur le deuxième trimestre, c'est l'inverse. On a des données américaines qui commencent à aller dans ce sens-là. On a des espoirs accommodants qui commencent à renaître chez l'ensemble des investisseurs. Et finalement, c'est ça qui pousse la plupart des marchés boursiers vers des nouveaux plus hauts. Là, rendez-vous compte, sur l'Eurostoxx, pour revenir sur des valeurs européennes, on tutoie les plus hauts historiques. DAX, CAC, etc., on tutoie les plus hauts historiques. Donc, et pour l'instant, macroéconomiquement, en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison de shorter les marchés. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. On est face à des investisseurs institutionnels qui empilent des positions acheteuses. Donc, ceux qui disent oui, on est sur des plus hauts historiques, ça va se casser la figure, etc., regardez les fondamentaux, regardez ce qui se passe sur les autres classes d'actifs. On est en train de décrire un tout autre décor. Donc, moi, c'est mon sentiment. Je pense de toute façon, alors évidemment, quand il y aura des baisses de taux qui seront actées par la BCE et la Fed, peut-être qu'on aura un phénomène de vente de la rumeur, enfin achat de la rumeur, on va à la news, ouais. On aura des corrections de marché qui permettront de rentrer à ce moment-là. Mais pour l'instant, et là, je vais dire quelque chose qui va faire plaisir certainement à Richard, on est en face de banques centrales qui commencent à réussir leur pari. Je veux dire, là, on a des... Alors évidemment, moi, comme vous le savez, je terminerai là-dessus. Ce qui compte, c'est la réduction des bilans de la Fed et de la BCE. Et bon, là, je ne vais pas repartager un graphique parce que de toute façon, vous pourrez aller vérifier ces informations sur Trading Economics ou sur d'autres sites boursiers faciles d'accès. Les banques centrales sont en train de réduire leur bilan d'actifs. L'inflation est en train de redescendre, proche des niveaux cibles. Et l'économie est au plus haut. Enfin, les marchés boursiers sont au plus haut. Donc, honnêtement, là, je sais que je ne suis pas payé pour réguler. Je suis pas régulé. Mais une question, alors, s'il n'y a pas de récession... Le contexte est haussier. Denis, désolé. S'il n'y a pas de récession et s'il y a plus d'inflation, pourquoi on doit baisser les taux? Pourquoi alors, si, non mais attends. Alors, en Europe... Pourquoi ne pas avoir... Enfin, en Europe, avant, il y avait risque de récession et inflation. Donc, il dit, c'est bon, on va baisser les taux. Maintenant, alors, là, aux dernières news, il n'y a plus de récession parce que les résultats sont bons. Donc, on va peut-être pas baisser les taux. Et pourquoi ne pas... Enfin, moi, c'est une théorie que j'ai depuis... je me plante peut-être, depuis 6 mois. 6 mois, pour moi, il n'y aura pas de baisse de taux en 2024. Et c'est pas des taux à 4, 4,5, c'est pas des taux élevés. Pour moi, on pourrait très bien continuer encore pendant toute l'année. On verra. Hein. Non, alors... on est en récession, Pierre, Denis, on est en récession sur l'Europe. Bah non, si les résultats des entreprises sont bons. Ah, c'est différent, ça. Oui, c'est différent. C'est deux choses différentes. C'est différent. Là, on parle des résultats d'entreprise et toi, tu me parles du tissu économique même. En plus, en Europe, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'énormes disparités entre certaines nations, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus, évidemment, harmonisé. Mais en Europe, en Europe, alors on n'est plus officiellement en récession. Les derniers chiffres du PIB sont sortis à 0,3. La Grande-Bretagne est sortie de sa récession, je crois. Ouais, la Grande-Bretagne, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Sans baisser les taux, sans baisser les taux, avec des taux que beaucoup de gens disent sont des taux élevés. Les taux élevés, c'est 10-15%, c'est ce qu'on avait dans les années 80. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas 4. Si on peut quand même dire aux gens, mais arrêtez de vous entendre dire que les taux sont élevés, que l'inflation est gigantesque. Vivez les années 80, puis on en reparlera, les amis. Faut arrêter avec ça, quoi. On est en train de dire il y a trop d'inflation à 3%. Ouais. L'objectif, c'est 2. C'est 1 point d'inflation, c'est que dalle. Et on va faire quoi ? On va baisser les taux de 4 à 3, c'est que dalle aussi, c'est pareil. Alors les taux, c'est différent, Denis. Les taux, c'est différent. Les taux, la variation de taux provoque beaucoup de choses quand même. Donc, j'allais dire, juste pour dire un truc, moi je suis pas sûr, c'est pas forcément le secteur auquel je m'identifie le plus, on va dire, mais est-ce que... les taux, notamment en Europe, enfin moi j'ai l'impression, quand on parle beaucoup des taux et les problématiques liées aux taux, en tout cas en France, en Europe de manière générale, c'est beaucoup au niveau de l'immobilier surtout, non ?
du marché immobilier qui est sous tension à cause de ça. Et puis les small aussi, les entreprises banques. pour se... Oui, les banques, c'est ça, c'était aussi pour rebondir sur ce que disait Denis par rapport aux résultats d'entreprise qui sont bons, mais alors que l'Europe est quand même en récession, c'est parce que suffit de comparer, tu prends le graphe du CAC 40 et le graphe du CAC Small, le CAC 40 est au plus haut historique, le CAC Small est 20% de ses plus hauts historiques, pour la simple et bonne raison que mon CAC 40, il explose de record en record parce que une énorme partie de l'activité des entreprises est réalisée à l'étranger. Là où le CAC Small, c'est beaucoup des entreprises du tissu économique plus local, et donc elles sont beaucoup plus sensibles à la santé de l'économie locale, et donc elles subissent plus parce que localement, euh, l'économie pue la merde, quoi. Enfin, en gros, un petit peu. En gros, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, à mon sens, quoi. Puis Je le pense CAC que Small, c'est beaucoup de sociétés qui ont besoin de se financer, qui se fait financer avec des taux élevés, c'est pas facile, quoi. aussi. À vrai dire, moi, mon interprétation de ce que Pierre nous a magnifiquement décrit, c'est que l'injection monétaire qui a été provoquée dans les années 2020-21, qui a été gigantesque, est en train de se transformer en plein de choses, de l'épargne qui disparaît, de la consommation qui est restée forte, mais des sociétés qui avaient fait aussi un peu le ménage dans leurs effectifs, etc., dans leur structure de coûts, qui leur a permis de transformer ça en bénéfice. C'est-à-dire que cet argent qui a été injecté pour faire vivre les gens à ce moment-là devient du bénéfice dans les entreprises. Mais comme on est monté très fort en activité, on a juste un retour de bâton d'une activité forte à retomber un peu plus bas, ce qui fait que l'Europe est se retrouvée un petit peu en récession. On va dire récessionnette, parce que c'est quand même pas une grande crise économique. Et ce qui fait que c'est Goldilocks dans le sens où j'ai une activité qui commence à se tasser un peu partout. Bon, on a quand même l'Allemagne qui est en récession, les gars. D'habitude, ça emmène la France. La France, elle y est pas. On a l'Angleterre qui était en récession, ça n'a pas emmené la France non plus. Enfin, la France est costaud. Enfin, faut arrêter avec toujours taper sur notre pays. On a été bon dans cette histoire, même si ça se calme en France. Et tu as des phénomènes récessifs. Je rappelle que la Suède est en récession depuis 1 an et demi et qu'elle a enfin baissé ses taux la semaine dernière. Et la notion de récession fait qu'il faut baisser les taux. Le problème, c'est que l'Europe ne peut pas les baisser. Lagarde ne pouvait pas le faire parce que la Fed avait des taux élevés, parce qu'ils ont financé la loi IRA a fait une explosion économique aux États-Unis. Et on s'est retrouvé face à des taux d'intérêt à 4-5% en Europe, avec une récession ou un zéro pointé au global. Ce qui est une hérésie absolue, puisqu'on devrait avoir des taux en Europe à 1. Pourquoi elle ne pouvait pas? Parce que ça aurait effondré le dollar. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit hier par rapport au pétrole, qui fait que le pétrole aurait été plus cher, qui fait qu'on aurait réimporté de l'inflation. Donc, on était coincé. Et pour moi, quand tu dis que Lagarde, elle ne dit pas grand-chose, alors, on va dire que Lagarde, elle est très maladroite dans ses discours, mais moi, j'attendais une chose à la dernière intervention, c'était qu'elle dise, et elle l'a fait, je me désassocie de la Fed. Et elle l'a dit. À partir du moment où elle a dit ça au mois d'avril, les marchés se sont retournés. Ils ont dit c'est bon, on aura la baisse des taux en Europe. Et tous les marchés européens sont en train de surperformer les Américains parce que nous sommes dans une logique que les taux ont enfin baissé en Europe, ce qui est une logique économique absolue. Et on s'en fout des États-Unis. C'est assez rare qu'il y ait une distorsion entre US et Europe, mais c'est qui a déclenché ça? C'est les 3 mots qu'elle a sortis, c'est je ne suis pas Fed dépendante. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Tu peux nous réexpliquer pourquoi le fait de baisser les taux en Europe aurait des coûts sur l'augmentation du pétrole, des dollarisations, etc. Je t'ai pas suivi. Simplement, quand tu es un investisseur international, tu vas mettre ton argent sur une monnaie qui va sur des obligations. Parce que là encore, Pierre disait très vrai, c'est l'obligataire qui mène tout. Et l'obligataire, c'est des taux de rendement qui ne sont pas très élevés, mais on pose bon, trésor, son argent. Et qu'est-ce qu'on va choisir entre le Trésor américain qui fait des taux à 5%, je suis très schématique pour que les gens comprennent, et l'Europe qui serait à 1, ce qu'il faudrait faire économiquement pour l'Europe, tout l'argent partirait vers les US, ce que les US ont besoin, c'est pour ça qu'ils ont des taux élevés, ils ont besoin de ça pour financer tout ce qu'ils sont en train de faire, et on se retrouve avec une Europe qui serait vidée de son argent. Mais l'Europe a aussi besoin d'argent. Donc elle est obligée de monter ses taux pour que les flux d'argent aillent aussi vers elle, de telle manière à ce que ça maintienne. À partir du moment où tu baisses tes taux en Europe, où tu décales des États-Unis, l'argent part vers les États-Unis, le dollar monte, l'euro baisse, et résultat des courses, tu te retrouves à acheter quoi? Et c'est le premier poste d'achat à l'extérieur des frontières européennes, c'est tu achètes de l'énergie. Tu achètes quoi? Tu achètes du pétrole. Et tu l'achètes dans quelle monnaie? En dollars.
Et comme le dollar monte et que l'euro baisse, tu te retrouves à finalement acheter non pas à un prix élevé le pétrole sur le marché américain, mais à un prix élevé sur ton marché européen, parce que ta monnaie s'est effondrée. Résultat des courses, le prix du pétrole augmente et tu as de l'inflation qui revient en France, en plus d'un phénomène récessif. Alors, je te dis pas, là ça s'appelle la stagflation. Donc tu peux pas le faire. Et on a accepté d'avoir une économie flat, voire légèrement récessive, à cause de cette parité monétaire. Et c'est là où Pierre a complètement raison. Les gens ne s'intéressent en aucun cas, parce que, bon voilà, ils sont dans l'émotionnel, mais tout se passe effectivement sur ces marchés qui sont gigantesques et pas trop accessibles au grand public, qui sont les monnaies et l'obligataire. Et qu'est-ce qui va se passer donc si justement Lagarde baisse les taux et pas les US? Est-ce qu'on n'aura pas ce mécanisme qui va se mettre en place alors? Alors, le marché est en train de l'anticiper. Depuis qu'elle a annoncé ça, plus des chiffres américains qui ont corroboré l'idée que la Fed va pas remonter ses taux, parce que Powell a encore dit qu'il envisageait encore vaguement peut-être de remonter un peu les taux. Ça, ouais. Et là, il va arrêter de le dire, parce que les chiffres du NFP, comme Pierre disait, viennent de tomber, c'était le 3, c'était vendredi 3, et il a été associé en plus à des PMI très faibles qui sont passés en négatif, enfin pas négatifs, sont passés en dessous de 50. Donc, tu te retrouves avec des anticipations d'activité qui s'affaiblissent. D'accord. Et je vais annoncer un truc, ça va vous scotcher. On prend un pari, mais on aura un T3 négatif aux États-Unis en PIB. Je répète, un T3 négatif aux États-Unis. Donc une baisse des taux aux US. Non, pas spécialement une baisse des taux, parce que c'est les élections américaines, etc. Donc, politiquement, de toute façon, c'est la politique qui va guider cette baisse de taux, pas cette baisse de taux. Mais entre nous, les US n'ont pas de raison de le faire aujourd'hui. Nous, on avait des raisons, et il fallait juste que Lagarde dise, bon, les États-Unis, on entend, mais nous, on va se désassocier d'eux, on a besoin de baisser les taux. Et elle l'a dit la dernière fois. Du coup, tous les marchés sont partis à la hausse. Et ça a valorisé quoi? Ça a valorisé les classes d'actifs. Comme Xav disait, toutes les small, toutes les valeurs endettées repartent à la hausse. Et puis on a un secteur qui, en physique et en côté rebondit, et c'était notamment le sujet de ma dernière vidéo sur ma chaîne, c'est l'immobilier. L'immobilier voyait des taux exploser, il y avait de moins en moins d'échanges. Je parle de la France, mais la France suffit pour voir le marché immobilier. Et le fait que les taux baissent, tu vas refaire revenir des acheteurs sur le marché immobilier on va recréer du flux dans l'immobilier. Et moi, personnellement, je suis clairement, mais si on baisse de 0,25, 0,25 c'est une goutte d'eau. Foncier à côté à fond, quoi. Si on baisse de 0,25, Richard, c'est une goutte d'eau pour l'immobilier en fait. Ou tu vois une grosse baisse de taux. C'est l'enclenchement c'est la confirmation que tu es au bottom. Et quand tu es au bottom, quand tu as du pognon, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes. Tu y vas. Tu cash. Tu y vas. Ouais. Non, c'est vrai. C'est pour ça, comme disait Richard, c'est censé d'acheter de l'immobilier maintenant. Oui, forcément. Paris c'est ce que disait quelqu'un, je me souviens plus qui c'est, qui dit maintenant c'est le moment d'acheter de l'immobilier parce qu'en fait tu as des taux hauts, l'immobilier est bas et après tu renégocieras tes prêts quand les taux vont baisser d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et tiens, un autre truc qu'il faut faire absolument, enfin moi je dis ça comme ça, toutes les bancaires sont haussières, short. Ouais, exactement. Short banque. Alors moi je ne m'occupe pas du tout de ce marché-là, mais shorter les banques. À cause des taux, parce que les taux vont baisser, donc elles vont moins gagner d'argent en fait. Ouais. La courbe des, ils jouent sur la courbe des taux d'intérêt. Si les longs termes baissent, ils vont plus gratter. Ils jouent sur les écarts de taux et ça va pas le faire. Alors ils vont peut-être encore gagner une année ou deux, mais à horizon 2-3 ans, si les taux retombent d'où ils viennent, les banques. Très intéressant. Les banques zone euro, c'est clair. Ouais. Zone euro. Pas oui. Absolument, tout à fait. Je ne parle pas des banques anglaises ou danoises. J'avais fait une vidéo sur une banque danoise exceptionnelle qui s'en fout totalement parce qu'elle n'est pas en zone euro. D'accord. Non, c'est clair. C'est clair. La situation au Royaume-Uni, c'est vrai que c'est encore un peu différent. La Banque d'Angleterre est extrêmement agressive en ce qui concerne la réduction de son bilan aussi. On aurait pu mentionner ce qui se passe au Japon aussi. Il y a eu le premier move. Ah oui, exceptionnel. Accommodant en combien d'années? En 13 ans? Non. 15 ans, je crois. Ça fait 15 ans qu'ils étaient en taux négatif. Ouais. Voilà. Il y a eu des beaux mouvements, mais c'est vous dire à quel point les politiques monétaires, les taux d'intérêt ont des influences sur des larges gammes de classes d'actifs. C'est intéressant. Ça a vraiment un impact là sur les marchés. Clairement, ça part bullish. Il n'y a aucune raison que ça se retourne.
Complètement d'accord. Sauf des événements divers et variés. Mais macroéconomiquement, c'est bullish, c'est Goldilocks, tout est là. Donc pour toi, Richard, ATH sur ATH sur ATH jusqu'à l'été, voire plus. Ouais, et l'Europe surperformer les États-Unis. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec Richard à 100%. C'est là, moi, sur l'Europe. S'il y a baisse de taux, ou juste pour la rumeur. Ah non, mais moi je te le dis, hein, je me coupe les veines si la garde ne baisse pas les taux. Hein. Elle va les baisser, les taux. Elle va les baisser. C'est pas possible qu'elle fasse pas. On arrive là, on est à combien là en inflation? On est à 2,4. C'est-à-dire l'inflation en France le mois dernier s'est effondrée. Non, elle va les baisser. Hein. Elle va les baisser. C'est fini. L'inflation, le spike de l'inflation, il était en octobre-novembre 2022. On était à Barcelone en train de nous siroter des trucs ensemble, les gars. Ouais. 2022. Hein. C'est tout ce que le temps passe. Ouais. C'est dingue. Hein. Mais ouais, non, moi je suis d'accord avec Richard. Non seulement je suis bullish sur l'Europe, mais je souligne encore une fois le caractère inédit de cette situation où tu as l'Europe devant les États-Unis. En termes de politique monétaire, enfin, c'est vraiment. Et moi, c'est plutôt l'inverse. J'avais fait un pari sur 2024 que Powell ne baisserait pas les taux aux US. Alors là, j'ai pris un plomb dans l'aile avec les chiffres NFP, etc. Mais s'il le fait, c'est politique. Mais tu sais que 80. La politique. C'est-à-dire que économiquement, il n'a pas à le faire. Le consensus, c'est 80% des spécialistes pensent qu'il n'y aura pas de baisse de taux avant décembre aux US. Oui, enfin, ça fait des mois qu'ils disent que ça allait baisser au mois de mai. Ouais, ça a changé. Ça fait des mois qu'ils se plantent tous, quoi. Ouais, ils sont beaux, les spécialistes. Hein. Putain. Vraiment qu'on est là. Hein. Ouais. Bon, mais nous, on a le droit de parler librement, on a le droit d'ouvrir, de faire ce qu'on veut, quoi. Donc, voilà. Eux, ils sont un peu dans leur. De toute façon, on n'est pas des spécialistes, donc on peut se tromper, hein. À part Pierre. Pierre n'a pas le droit de se tromper. Et puis en plus, ils ont vraiment une pression sur la sémantique, le choix des mots. Voilà, une virgule, un ton, un peu, ça peut avoir des implications. C'est pour ça que Lagarde, quand elle dit je me désassocie de la Fed, ça a tout déclenché. Voilà, c'est pas parce que Pierre Verret il dit chez les mousquetaires les taux machin que les marchés vont réagir. Hein, tu vois, la communication, c'est tellement important, encore plus aujourd'hui avec à l'heure des réseaux sociaux, quand tu vois. Vas-y, il y a plein d'exemples. Tu prends n'importe quel communiqué d'entreprise, un communiqué négatif, en fonction de comment tu le tournes, tu peux facilement le rendre moins négatif. Autre exemple, là, en plus, c'est d'actualité, c'est les grosses daubes là, aux États-Unis, là, genre GME et tout, qui repartent à la hausse, qui a pris je sais pas combien, juste parce que le mec qui avait déclenché la première hausse a reposté un tweet sur Twitter et qu'il n'avait pas posté depuis, je sais pas, depuis 3 ans. Non, mais c'est aussi, comment dire, ça fait partie aujourd'hui, ça fait partie du milieu de la finance, du milieu de la bourse. Alors c'est pas sain, enfin je pense pas que ce soit sain, mais ça fait partie du jeu et il faut jouer avec. Et tu regardes, la communication, que ce soit Christine Lagarde, que ce soit, tu prends, en France, on a un exemple, on a l'archétype type, on a Emmanuel Macron. S'il y a bien un domaine dans lequel il est doué et dans lequel il est très bien entouré, c'est la communication. Il y a peut-être pas, on n'a peut-être jamais vu un aussi bon communicant en France que Macron, quoi. Bref. Mais tout ça pour dire que c'est. D'ailleurs, hein, les écoles de communication, combien t'en connais des gens qui font je fais des études de communication. Tu m'étonnes. Ça sert à. La psycho fut un temps, maintenant c'est plus la psycho, c'est la com. Maintenant c'est la communication, on fait des écoles de com. Regarde, tu prends. Je sais pas si vous avez vu, moi ça me met toujours hors de moi, mais on n'est pas là pour faire de la politique. Mais la nouvelle, comment elle s'appelle, la nouvelle. Porte-parole du gouvernement, là, quand il y a eu le remaniement, maintenant c'est plus Attal, c'est Prisca Thévenot. Je sais pas si ça vous parle, moi j'ai regardé une interview, elle a été interrogée sur des sujets justement assez intéressants sur les taux, sur la dette de la France, quand c'était la problématique, là, on en a parlé pendant des semaines, quand c'était la problématique du déficit public. Mais enfin, quelqu'un qui connaît un peu, tu regardes comment elle répond, mais tu te dis, mais putain, mais c'est grave, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne sait absolument rien. Elle arrive à micmaquer des réponses parce qu'elle est forte en com, mais elle ne sait rien. Et du coup, le mec lambda, il se dit, ok, quoi, tu vois, alors qu'elle ne sait rien, elle ne pige pas un mot de ce qu'elle raconte, elle ne pige pas un mot de la question que lui pose le mec, quoi. Et elle est porte-parole du gouvernement, et tout le monde trouve ça normal, tu vois. Enfin, bref, c'était mon petit coup de gueule, voilà,
vais pas parler de toute l'émission. Ouais, Non, mais c'est assez grave. Moi, je pense que ça finira par vraiment avoir des répercussions parce que c'est quand même ces gens-là qui ont le pouvoir et qui ont quand même le pouvoir décisionnel sur des choses dont ils maîtrisent pas On forcément revient un peu à ce que les tenants je et les disais aboutissants, hier, quoi. c'est le gros, quand on parlait du Moyen-Orient, le décalage entre la position et les avis des gouvernants et des gouvernés. Et ça, normalement, c'est le début de quelque chose de gros. Je dirais pas ce que c'est, parce que bon, mais normalement, c'est là, par là où tout commence, quoi. Non, mais les gens, quand je dis les gens normaux, hein, c'est les gens qui s'intéressent pas forcément à la finance, à l'économie, parce qu'ils trouvent ça chiant, alors que ça explique absolument tout ce qui se passe dans le monde de A à Z. Euh, Eux, je pense qu'ils s'en foutent, tu vois. L'immense majorité de la norme s'en fout. Il y a très peu de gens qui prennent la Surtout en peine d'essayer France. d'aller surtout en France, Surtout en qui France. prennent la peine d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Enfin, je veux dire, bon, la France, c'est comme ça, on le sait, entre nous, on peut le dire. Voilà, c'est un pays de moutons, personne ne se pose de questions. Et tout le monde subit sans jamais se demander comment on pourrait ne pas subir. Mais parce que les solutions sont là. Mais bon, bref, tout ça pour dire que moi, je trouve ça vraiment grave et je pense qu'un jour ou l'autre, ça aura vraiment des répercussions. Parce qu'encore une fois, c'est des questions hyper importantes et je trouve que plus tu analyses le discours, plus tu analyses certaines choses, il y a quand même des énormes manquements par rapport à des gens qui ont d'énormes responsabilités et je pense que ça pourra que mal finir un jour ou l'autre. Ouais, c'est clair. On a fait une grosse demi-heure, hein, c'est bon, mais j'aimerais bien quand même qu'on parle d'un des trucs qu'on n'a pas parlé, c'est les JO. Donc les JO, on dit que c'est un point de PIB, etc., etc. Vous en pensez quoi, vous? C'est quand même positif positif pour la France ou pas au niveau économique, hein, on pourra parler ça au niveau social, mais apparemment ici, même en Espagne, on voit qu'en fait, on commence à faire du ménage à Paris, quoi, hein, en nettoie un peu les périphes, en nettoie un peu tout ça. Moi, je m'en fous complètement de l'économie de cette histoire. Il y a un truc qui me choque particulièrement, c'est que les Français sont quand même capables du plus grand événement mondial d'en faire que du négativisme, quoi. C'est quand même phénoménal. On a la plus grande épreuve du monde qui arrive chez nous et on est en train de pleurnicher. Alors Pierre qui était à Londres, j'imagine, pendant les Jeux de Londres, je ne sais pas si tu y étais déjà, mais cette mentalité française m'exaspère. J'ai honte de mon pays. On a la plus grande course de vélo du monde, c'est quand même le 3e plus grand événement mondial, c'est le Tour de France tous les ans chez nous. On a eu la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps, en 98, et on a les Jeux Olympiques là, et on trouve le moyen de critiquer tout ce qui se passe, mais c'est fatigant. J'en ai marre de ce pays par moment. Moi, Richard, moi, c'était mon coup de gueule. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais par contre, alors, je sors un peu du cadre de l'émission, mais Paris, est-ce que c'est vraiment la ville idéale pour organiser les JO? Je veux dire, c'est déjà une ville tellement petite et triquée en termes d'organisation logistique, je parle. Je parle pas de rayonnement international, évidemment, hein, mais je sais pas. La dernière fois que j'étais venu à Paris, je vais encore me plaindre en tant que bon Français. Hein, la dernière fois, j'étais allé à Villepinte. J'étais allé à un salon. Il y avait des mecs qui campaient en bordure du périph'. Et les mecs qui étaient il y avait toutes les nationalités dans le bus qui allait de la gare à Villepinte. Les mecs ils étaient choqués, quoi. Ils disaient putain. Alors, c'est ça la France, quoi. Et est-ce que, justement, ces JO, ça peut pas être une grosse catastrophe au niveau population et au niveau social, hein? Qu'est-ce qui peut se passer? Non, c'est une belle... Non, comme pour paraphraser Richard, c'est quand même... c'est une super chance d'avoir les JO en France, à Paris. C'est quand même fantastique comme événement. Mais après... c'est vrai qu'on peut se poser des questions au niveau logistique, comment c'est organisé. Parce que regarde, tu parlais des JO de Londres, Richard. Londres, c'est pas Paris, c'est 12 fois plus grand que Paris. Hein. Tu as de l'espace à Londres, hein. Tu peux les faire tes JO. Hein. Je veux dire, tu es tranquille. Là, Paris, déjà, en temps normal, pour circuler, c'est quand même un peu plus compliqué. Alors là, avec tous les JO, logés, etc., je sais pas. Moi, tous les Parisiens que je connais, ils s'en vont. Hein. Ouais, j'en connais 2-3 et c'est vrai qu'ils s'en vont aussi. Ils s'en vont tous, hein, donc il n'y aura pas beaucoup de Parisiens, il y aura de la place pour circuler à mon avis. Il y a quand même un sentiment cocorico, c'est chez nous, je veux dire, c'est le rayonnement, quoi, tu vois, et puis Paris. Alors par contre, c'est vrai que moi j'ai remarqué, et pas que pour les JO d'ailleurs, mais la plupart des étrangers, et surtout les touristes asiatiques et surtout les Japonais, ils imaginent Paris comme le Paris d'Amélie Poulain, tu vois, oui. Tu vois, où c'est... Mais les Japonais, déjà, rendez-vous compte. Les Japonais, c'est des gens
le Japon, c'est un des pays les plus sûrs au monde en termes de criminalité, de trucs comme ça. Et culturellement parlant, ils fonctionnent avec énormément de cash. Ils ne payent pas beaucoup par carte, les Japonais. Donc, quand ils arrivent à Gare du Nord avec leur sac ouvert plein de cash, bon, t'imagines bien que, voilà. Il y en a qui vont lui Il y a, apporter ça, quoi. il y a des déconvenus, tu vois. Tu peux être un peu choqué parce qu'encore une fois, ils imaginent le Paris de Jean Reno, de Amélie Poulain, de machin et tout. C'est un peu différent, tu Ah, c'est vois. pas Donc, ça, hein. Non, voilà. mais Voilà. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Honnêtement, j'aimerais bien m'en réjouir aussi beaucoup. Mais je trouve qu'il y a quand même plein de choses qui laissent à désirer, quoi. Je veux dire, tu vois, par exemple, bon, on va dire, on n'a pas besoin d'être né enfin voilà, on sait que ce sera, par exemple, le traitement de la Seine, le traitement de l'eau de la Seine, ce sera très peu probable qu'on puisse se baigner dans la Seine. Pourtant, je sais pas combien de milliards d'argent public qui ont été mis là-dedans, tu vois. Je trouve que c'est normal qu'il y ait des gens qui se posent des questions et qui veulent des réponses. Après, bien sûr, je pense que ça va trop loin aussi. Faudrait s'en réjouir Ah oui. à plein de niveaux. Heureusement, moi j'espère vraiment que ça se passera bien. Mais par contre, c'est vrai que tel qu'on voit nous en tant que Français comment c'est organisé et comment, enfin en tout cas moi personnellement qui en plus suis un très grand fan de sport, adore le sport, qui pratiquait sport de haut niveau étant plus jeune, bah tu vois absolument pas du tout, mais alors pas du tout envie d'y aller quoi, tu vois. Je vais être tranquille chez moi, éventuellement je regarderai une ou deux épreuves à la télé avec une petite bière, ça m'ira très bien, tu vois. Puis après, tu as Euh, le problème de la J'y piscine. vais. Qu'en fait, on a fait Moi, une j'y vais. piscine qui a coûté le double de ce qui était prévu, mais qu'en fait, qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il n'y a pas assez de capacité. non, mais c'est Donc, bon, on va faire mais la comme partout, natation hein. dans un stade de rugby, en fait. C'est ce que j'ai entendu, c'est ça, hein? Non, mais Ouais, c'est ça. Ouais. À Rio, c'était pareil. Je veux dire, à Rio, on t'a aussi vendu le truc. Ouais. Voilà, et au final, maintenant, il y a des installations qui croupissent, quoi. Mais là où je suis d'accord, hein, je pense qu'il y a vraiment les étrangers ont de loin pas la même image Ouais. qu'on a nous de la France. Mais en même temps, ça c'est vrai. Moi personnellement, il y a quelques années, je suis allé passer 2 mois en Indonésie, qui est pas non plus bon, c'est pas le tiers-monde, mais c'est pas l'Occident flamboyant. J'étais dans des grandes villes, Jakarta, Surabaya, mais tu te sens mais 1000 fois plus en sécurité que quand tu te balades à Paris ou dans Ouais, Paris, c'est un n'importe peu. quelle ville lambda française, quoi. Et ça c'est vrai que je trouve que c'est grave. Ah là, vous êtes Ouais, en train de niquer Richard, là. Elle disait, Non, putain, je non, non, comprends c'est pas que moi, je suis pourquoi les complètement. Non, non, je Français, suis. nanana, Alors, et tout le monde dit, ouais, mais il y a ça, il y a ouais, ça, il y a ça, il y a Richard, ça. ouais, mais le problème existait avant. Heureusement, il y aura du métro, normalement, parce qu'ils ont eu leur oui, prime, oui. non? Ah mais moi j'espère que ça se passera bien. Je le souhaite que ça se passe bien sans aucun problème, hein. Vraiment, je le souhaite à la France, à l'organisation, à tout ce qu'on veut. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais je sais pas, il y a une petite partie de moi qui me dit mais c'est pas possible, c'est mort quoi. Je veux dire c'est- est-ce qu'on a vraiment les Ouais, capacités d'organiser ça correctement euh, sans que, enfin je pense On peut pas. se réjouir quand même de cet événement-là. Je vais compléter ce que je disais. Les problèmes dont vous parlez qui existent, j'en suis conscient, hein, je suis le premier à Paris à faire attention à mon portefeuille, mais les problèmes qui existent avant les jeux, existeront pendant les Oui. jeux, et existeront après les jeux. C'est un problème sociétal. Et ce qui me fait trop rire, c'est que quand on se plaint de la sécurité, c'est les mêmes gens qui vont dire les jeux vont merder. Alors je dis pas que c'est vous particulièrement, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que la sécurité soit un peu meilleure dans ce pays? On n'a rien fait. On est en train de bafouer la police continuellement, la justice est exsangue, etc. Et tous ces gens-là, ils sont anti-police, anti-justice, anti-répression du voyou. Et ils s'étonnent qu'après, bah, ils se font voler leur portefeuille dans le métro, quoi. Moi, je suis outré du comportement français. Non, moi, je trouve que l'événement lui-même est exceptionnel. Moi, je suis un enjoué. Quand le Tour de France passe pas loin de chez moi, je vais voir le Tour de France. Moi, je suis comme ça.
vient aussi peut-être du fait de la mauvaise dépense publique, en fait, quand on voit un peu tout ce qui se passe avec les piscines, etc., etc. Quand je dis ça, c'est que simplement il y a un événement, il arrive, tu profites quoi. Enfin, tu profites de l'instant présent et ça sera très bien organisé. Enfin, les Français, on est forts là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Et puis on peut toujours aller trouver l'exemple où on a merdé un match de football à Saint-Denis, mais globalement on sait le faire. Simplement, les problèmes sociétaux, je les connais, je suis complètement d'accord, mais profitons du moment et les problèmes sociétaux qui mettent en avant ces gens-là, ça existait avant, et ça existera après. Mhm. C'est pas le même sujet, mais les jeux, Ouais, ça mais se c'est passera ça, bien et c'est une c'est belle ça le fête. problème, c'est qu'en fait, ils existeront avant, après, mais pas pendant, parce qu'ils seront cachés, parce qu'on Oui. aura fait ce qu'il faut faire pour calmer tout le monde. Comme dans une réunion de famille où tout le monde se retrouve et on oublie toutes les discordes familiales qu'il y avait, simplement. Mais les discords familiales, elles réapparaîtront le lendemain de la fête de la communion du neveu, quoi. Voilà, Espérons, espérons. voilà. Bon, Profitez, la bouffe est bonne. on peut conclure là-dessus, c'était assez fourni aussi cette deuxième partie, vous avez quelque chose à Ouais. dire Je vais peut-être faire un petit. Je sais pas, on avait parlé des marchés beaucoup ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Oui, Sur oui, ce mais qui se passait sur les tu marchés. peux en mettre une couche, hein, vas-y. Hein. Non, c'était juste pour dire, ouais, bah, moi je suis un petit peu moins calé d'un point de vue macroéconomique que vous sur tout ce qui est les taux directeurs, l'utilisation des taux, etc. Euh, Après, moi, ce que j'observe, comme dit, c'est je regarde beaucoup, je traite beaucoup moi avec les graphiques à titre personnel, même si je fais de plus en plus de fondamentaux aussi. Et en tout cas, c'est clair que on sent bien que le marché, par rapport à ce qui se passe, ce que vous avez évoqué sur le marché des taux directeurs, l'actualité des taux directeurs et des banques centrales ces derniers mois, on sent bien que on a de nouveau un petit peu des flux sur les valeurs les plus sensibles. Au taux, je pense aux valeurs très endettées, notamment les EHPAD, c'est des exemples en France, hein, mais Clariane et ex-Orpea, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui commencent à entamer des petits rebonds. Aussi sur les biotech. Les biotech, il y a pas mal de biotech qui font de belles performances cette année. Bon, c'est quand même souvent des biotech qui ont signé de beaux partenariats, etc. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même on sent qu'on a du flux qui revient sur des valeurs qui sont normalement très sensibles aux taux directeurs et qui se sont fait complètement massacrer ces 2 dernières années à cause de ça. Et puis aussi, sur le compartiment, encore une fois, on le disait aussi tout à l'heure, des small caps, les petites entreprises qui elles aussi ont très souvent besoin d'emprunter pour se financer et donc qui sont sensibles au taux. Et tu vois, on voit des gros rebonds. Là, je regardais encore tout à l'heure McPhy Energy. Je sais qu'en plus, c'est une valeur que tu apprécies pour ses qualités fondamentales, Richard. Je rigole évidemment. Mais qui a fait un gros rebond de 60-80% là, ces 2 dernières semaines. Tu Et sais il y que en aura. c'est le plus beau trade de ma vie, McPhee. Ouais, t'avais tradé ça en J'ai fait 2020. 1000%. Ouais, C'était truc de fou. Non, mais 4, tu vois, et revendu 40, un truc comme ça. voilà, typiquement, toutes ces petites valeurs qui rebondissent fortement, en plus avec des volumes, avec des flux, c'est ce qu'il faut souligner, ça témoigne quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, un changement de mentalité peut-être au niveau des investisseurs, au niveau du marché. Donc, pour quelqu'un comme moi qui trade le marché, qui suis assez friand de tout ce qui peut être un petit peu, tout ce qui peut être les instruments un petit peu spéculatifs, notamment les petites actions, je pense on risque d'avoir un petit peu du sport ces prochains mois, et tant mieux parce que ça commençait à manquer et voilà, et moi ça m'emmerdait de trader les Stellantis et les conneries comme ça, quoi. Donc tu reviens sur les small, un peu volatiles et tout ça, quoi. Ouais, ouais, surtout, ouais, c'est ça. Je fais un peu des small là, par exemple, sur MTT, salon MTT, j'ai partagé un très bon trade sur McPhee, on en a pris une quarantaine de pourcents. Voilà, il y a eu quelques super trucs. Et en tout cas, c'est vraiment, moi, je pense il y a quelque chose qui est en train de se tourner là-dessus, de se retourner là-dessus après des mois et des mois de marasme. Et tant mieux si on a un peu des flux et qu'on a certaines valeurs qui commencent à reprendre de la hauteur, tant mieux, et à nous de faire en sorte de bien réussir à en profiter, quoi. Maintenant que Et tu notre parles thématique, action, pour faire un lien action-JO, hors antenne, tu nous parlais de LVMH, Xavier. Ouais, attends, il y avait juste Richard qui voulait dire un truc, et peut-être après Ouais. j'embraye là-dessus. Vas-y, Ouais, Richard. une autre thématique super intéressante. Moi, j'ai la chance, avec mes pépites, de suivre des valeurs, une vingtaine de valeurs. Et sur les 20, il y en a 2 qui ont fait une OPA, qui ont subi une OPA Ouais, assez il y a ça importante, aussi. avec une variation de l'ordre de 40% sur les 2 Mhm. cas. Donc, il y a toujours du flux d'opérations financières sur les marchés. Elle existe en France, mais moi, je trouve que là, c'était une Norvégienne et l'autre, c'était une Suédoise.
Mais il y a aussi des choses qui se passent en Italie. Enfin, il y en a un peu partout en Europe. J'ai vu en Allemagne un truc passer aussi. Mais ouais, donc aussi le fait que les taux baissent, etc., blablabla. Enfin bref, ça permet aussi d'envisager des opérations financières quand tu as besoin de rajouter un petit peu, Ça. d'emprunter de l'argent. Donc effectivement, ça mouvemente bien le marché positivement. Il y a des choses super intéressantes sur des belles sociétés, des belles entreprises. Je suis désolé, McPhee, c'est un beau trade que j'ai fait, mais c'est une daube. Oui, bah, on est Il y tous a, il y a d'accord. des, il y a des OPA sur des belles entreprises, des belles technologies en Europe qui sont vraiment très fructueuses et très intéressantes. Ouais, ouais, Est-ce que vous vraiment. croyez, Xavier, qu'on va retourner sur une rotation, comme on avait connu ça dans les années 2020, où en fait toutes les smalls vont décoller les unes après les autres par ordre presque alphabétique, entre guillemets, et qu'il y aura il y a un système grégaire qui va arriver, c'est-à-dire que le milieu des smalls commence à pousser, donc c'est McFly, demain ce sera Visiomerde, etc., etc., ou alors c'est vraiment localisé encore? Bah, je pense que c'est plus localisé et à mon avis, le marché il a quand même purgé de nombreux excès qu'il y a pu avoir sur certaines daubes. Et par contre, là où je suis assez d'accord avec Richard, c'est que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'OPA en ce moment. Et du coup, nous, en tant qu'investisseurs, ça doit aussi nous alerter parce que ça témoigne bien que bah, on a, voilà, on parle des small caps. Bon, il y a des valeurs pourries, mais il y a aussi de très belles valeurs. Et je pense qu'il y a de très belles valeurs qui valent pas cher. Ouais. Et, OPA, ça veut dire et, et- sous-valorisé, ouais. ouais, c'est ça. Il y a énormément de. Bah, celle de cette semaine sur OX2, qui est une valeur que j'adorais moi depuis 2 ans, hein, que j'ai vu d'autres influenceurs qui connaissent bien le Fonda qui l'avaient repéré aussi. Elle a été achetée 60 couronnes suédoises l'action. Franchement, je te jure, hein, c'est pas cher, hein. C'est vraiment pas Non, cher. mais Et c'est Mais assez je suis assez d'accord, mais tu vois, il y a énormément de rumeurs d'OPR aussi, hein, avec des sociétés ouais, qui. ah, bien sûr. Parce que les valorisations sont complètement à la casse. Regarde, tu prends l'exemple. Bon, SEO, c'est le contre-exemple, mais tout le monde se demandait en 2023 comment ça pouvait avoir si peu cher. Bah, elle vient de refaire x3 cette année parce que bah, le marché commence à se rendre compte, ah bah putain, ouais, il y avait peut-être un problème de sous-valorisation sur SEO, et je pense que c'est pas la seule valeur. Tu prends Guillemot, bah, il y a aussi le management qui achète plein de titres. Enfin, il y a énormément de sociétés où tu as des insiders qui achètent des titres et ça témoigne bien du fait que. De toute façon, le marché il fonctionne par excès, hein. Tu regardes les variations des small par rapport à. Par rapport au big, bah, tu regardes, c'est que des pics, survalorisation, sous-valorisation, survalorisation, sous-valorisation. Tous les 5 ans, tu as un cycle. Et c'est soit tu es à moins 40, soit tu es à plus 40. Et puis, bah, c'est comme ça fonctionne par excès. Donc peut-être que là, on a fait un point bas, enfin, je l'espère. Et que maintenant, on va avoir le compartiment qui se retourne et qui va monter pendant X années. Je le souhaite, quoi, en tout cas. On conclut LVMH JO. On avait parlé un peu avant, Xavier. Comme ça, Ouais, ouais, très, très. on boucle un peu plus le tour. Je t'avais demandé hors antenne les possibles répercussions des JO sur la bourse. Et toi, tu m'avais parlé de LVMH. Bah, en fait, moi en réfléchissant à la question, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le secteur du luxe récemment, bah, je me disais que j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos hebdo aussi toutes les semaines que je fais sur ta chaîne, quand je parlais de LVMH ou d'autres valeurs du luxe. Bah, je pense que l'événement des Jeux Olympiques qui sera retransmis partout sur la planète et qui sera vraiment le truc que tout le monde va regarder pendant un mois et demi, bah, le partenaire premium de l'événement, qui sponsorise l'événement, qui a injecté beaucoup de sous dans le truc, c'est LVMH. Donc en fait, et on va avoir, voilà, puis on va beaucoup filmer Paris, les belles boutiques, etc. Donc je me dis, je dis pas que ça va arriver, je dis que c'est quelque chose que potentiellement j'anticipe. Et donc, si j'ai des graphiques intéressants qui me montrent que ça veut partir au moment où il y a les JO, bah, je me dirais il y a peut-être un emballement spéculatif à jouer sur certaines valeurs, parce que bah, je pense que ouais, le fait d'avoir LVMH ou d'autres, j'en sais rien, ou d'autres grandes marques de mode à la télé, chez des centaines de millions de téléspectateurs tous les jours, bah, je me dis est-ce que ça pourrait pas créer voilà, un petit engouement spéculatif sur les valeurs du secteur du luxe. Euh, voilà, on verra bien si j'ai raison ou si je me trompe. En tout cas, je pense qu'il vaut mieux avoir l'idée et en avoir conscience que de pas l'avoir, quoi. Mais je crois que Richard était pas tout à fait d'accord avec moi quand on en parlait hors antenne. Donc, bah, Richard, je te laisse conclure si tu veux. Non, non, enfin, moi je pense que l'impact n'aura pas d'intérêt plus que ça, si ce n'est effectivement une page de pub, c'est pas dégueulasse, hein, et ils l'ont payé cher, je crois, mais c'est une page de pub. Mais c'est quoi? C'est JO sponsorisé par. C'est comme la Champions, cette année, En fait, c'était Pepsi, je crois. C'était Pepsi la Champions cette année. Donc on a quand même vu Pepsi au début et à la fin ouais, de c'est chaque ça, match. ouais. Est-ce que ce sera pareil pour les JO, Xavier? Bah, alors, dans l'exactitude, je sais pas, mais en tout cas, LVMH est sponsor premium de l'événement, et donc, bah, j'imagine que dès que, voilà, quand il y aura
je sais pas, comme à Roland-Garros, quand t'as les micro-pages de pub pendant les compétitions sportives, bah je sais pas, t'as un Coca-Cola qui passe à la télé ou t'as autre chose, bah là, ce sera peut-être LVMH, quoi. Ah, mais ouais, d'accord. C'est compliqué de passer LVMH. Ça passerait quoi? Ça passera J'en Moët, sais rien, ou des L'Oréal. marques LVMH, Ouais. peut-être, ça peut être du vin, ça peut être Louis Vuitton, ça peut être. Enfin, LVMH, c'est un groupe. Ouais. C'est énorme, quoi, tu vois. Ok. Ça Bah, peut être très du bien. parfum, bref. Super conclusion. Merci à tous pour avoir suivi ces 2 épisodes. Donc le premier épisode d'hier qui était plutôt géopolitique macro, si vous l'avez pas vu, et qui aujourd'hui qui était sur des briefs de marché et un peu le marché avec une brillante exposition de Monsieur Pierre Verret de chez Active Traders que nous remercions. Donc vos actualités, Pierre, c'est Active Trade avec la nouvelle plateforme, c'est ça? Ouais, bien sûr. Et ouais, non, j'allais dire des trucs, mais il faut que je garde encore le secret, donc je peux pas en parler là. Donc ce sera Non, t'as Non, pas je le peux droit de pas. faire ça. Non, je peux vraiment pas. Parce que bon, pour le coup, c'est une grosse news. Je sais que je commence à teaser un peu, mais je peux pas en parler tout de Ah. suite. En tout cas, je laisserai la primeur de la nouvelle à Pépitor, évidemment. Merci, merci Pierre. Xavier, toujours MTT et je sais jamais si c'est Parthénon ou Panthéon. Panthéon, ouais, bah, je bosse beaucoup avec voilà, Panthéon Recherche, qui est une société d'édition financière basée à Lausanne, en Suisse. On travaille beaucoup ensemble maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Et à côté de ça, bah, je reste toujours animateur trader dans dans le salon MTT. Et, Voilà. et quoi surtout, surtout un fervent intervenant des émissions Pépitor, chez qui je réalise toutes les semaines une vidéo hebdomadaire d'analyse technique et de suivi d'une liste d'actions. Voilà, pour s'améliorer, et, avoir des axes, des clés de compréhension en trading, en swing trading. et je te remercie ici publiquement pour le travail que tu as fait. On est à la 122e émission Eh ben, samedi dernier. c'est toujours un plaisir, et on sera à la 123e ce week-end. Voilà. Et Richard, toujours Moi, Facebook, je suis au 45e épisode YouTube, Ricardo c'est ça? sur la chaîne. Je disais, moi, je vais être simplement au 45e épisode de l'hebdo de Ricardo sur ma chaîne. Donc, ouais, la chaîne, le salon aussi que j'ai créé qui s'appelle Dynamic Invest. Et puis, normalement, dans les jours qui viennent, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y aura un site internet aussi, voilà, qui aura des articles. Je vais écrire des articles, je vais appliquer un truc que j'adore faire, à vrai dire. Mais Pierre le sait très bien, j'adore écrire, et donc je vais reprendre une activité de plume et d'écrire des articles. Très intéressant. Tu sur des viendras le sujets présenter divers et ici, variés. Richard. Tu viendras le présenter ici, j'espère. Ouais, pourquoi pas. Allez, on se fait. On Faut prend que j'écrive rendez-vous quelques pour ma articles. prochaine. Je vais le remplir d'abord, et puis après, je viendrai vous expliquer ce que je fais. D'accord. Ok, Voilà. donc merci à tous. Comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et laissez des commentaires. Merci, au revoir à tous. Ciao. Merci, bon trading. Ciao les gars.